Merci à tous et toutes d'être présentes et présents pour cette troisième matinale de la chaleur renouvelable. Donc, pour rappel, matinale qui est organisée en coopération avec Atlanson depuis le début de l'année. Et donc, cette troisième matinale sera dédiée à un sujet bois-énergie, puisque Corentin, qui est à côté de moi et à qui je laisserai la parole, très bientôt, vous restituera son travail qu'il a mené chez nous pendant son alternance, qui consistait à la réalisation d'une enquête sur les performances et les pratiques du parc de chaufferie. Donc, je vais le laisser vous présenter ça. Et donc, pour information, cette matinale est enregistrée, donc l'enregistrement a démarré. Et je vais te laisser la place, Corentin. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Comme le disait Mylène, c'est un travail que j'ai pu mener durant mon alternance, durant ces 6 derniers mois. Donc là, je vais vous faire une restitution, je vais vous faire une restitution un petit peu plus, un peu synthétisée de tout ce qu'on a pu en tirer. Donc déjà, pourquoi on a mené cette enquête? On a mené cette enquête dans le cadre du plan bois énergie 2020, pour 2025. Donc il y a plusieurs objectifs pour cette enquête-là. Notamment du coup d'accompagner le développement des projets chaufferies, suivre le bon fonctionnement du parc actuel et finalement former et accompagner les différents animateurs locaux et les professionnels du bois énergie. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la présentation de ces résultats. Mince. Tac. Le taux de réponse sur cette enquête est seulement de 10,6%. Il est en constante baisse en fait depuis ces dernières années. On avait 35% en 2013 et 16% en 2021, donc il y a une forte tendance à la baisse. Le nombre de réponses donc est de 65 réponses sur les 614 chaufferies en fonctionnement, ce qui nous fait une erreur statistique de 12,2%. En fait, ça illustre le fait que si on devait refaire l'enquête, on aurait 12,2% potentiellement d'écart avec nos constatations. Voilà, donc c'est plus à titre informatif sur la statistique. On a un intervalle de confiance de 95%, c'est-à-dire que 95% des réponses qu'on a reçues sont contenues dans les tendances en fait, de cette enquête-là. Et on aurait potentiellement un biais de non-réponse, c'est-à-dire que c'est une enquête qu'on a proposée, c'est seulement les volontaires qui ont répondu. Donc on peut avoir un biais comme quoi les personnes les plus motivées ou qui ont les meilleures performances sur le chaufferie répondent de manière plus importante à l'enquête que les personnes qui seraient moins motivées sur ce sujet-là. Après différentes comparaisons au niveau régional des proportions de l'enquête en termes de puissance, de consommation, de type de chaufferie, on a pu remarquer que globalement, elle est assimilable, cet échantillon est assimilable à la proportion régionale. Du coup, il faudra prendre en compte par contre ce taux de marge d'erreur et ce taux de réponse qui est assez faible, notamment pour les industriels et pour les moyennes chaufferies, donc entre 100 et 500 kilowatts. Comment on a construit l'enquête? En fait, on a construit l'enquête en se disant que ça serait peut-être plus simple pour les répondants de répondre avec plusieurs parties. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé l'enquête avec une enquête principale qui était du coup avec des questions générales sur les consommations, par exemple. Et ensuite, on a découpé l'enquête en trois sujets. La partie approvisionnement, stockage et convoyage du combustible, la partie gestion des cendres et des fumées, et la partie maintenance et entretien de la chaufferie. Donc, l'objectif, c'était que les participants puissent choisir au moins une enquête à faire. On leur recommandait d'en faire deux. Et certains ont pu répondre aussi aux trois questionnaires. Donc, c'était en fonction de l'engagement aussi de chacun et du temps qui leur était alloué. Sachant qu'on leur a demandé pour choisir quel sujet, à quel sujet répondre, qu'il fallait mieux prendre des sujets qui leur paraissaient les plus importants, qui pouvaient leur apporter le plus de difficultés au quotidien de leur chaufferie. Maintenant, du coup, on va passer à l'analyse technique des données que j'ai pu extraire de l'enquête. Donc, on va parler maintenant du taux d'humidité.
Le taux d'humidité, donc comme vous pouvez le voir, on se situe entre 20 et 30%, à savoir que la statistique, elle a été construite de sorte à exclure la borne inférieure et à inclure la borne supérieure, c'est-à-dire que entre 20 et 25%, en fait, on n'a pas 20%, on n'a pas la statistique à 20%, mais on a la statistique à 25%. Donc, ce qu'on peut voir sur, euh, sur ce taux d'humidité, c'est qu'on a une humidité qui est comprise entre 25 et 30% pour la globalité. On a un pic aussi au niveau des 8% d'humidité, ce qui est dû au bois granulé. Et on a aussi une chaufferie qui consomme du bois à 42,3% d'humidité. Euh, donc on a vu le taux d'humidité. Maintenant, on va voir comment est connu ce taux. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que déjà, sur les 42 réponses qu'on a pu avoir euh, sur la connaissance de ce taux d'humidité, il y en a 38 qui la connaissent et 4 du coup qui ne la connaissent pas. Et dans ces 38, il y a différents types de profils. On peut avoir donc des profils qui connaissent leur taux d'humidité, mais seulement en fait par l'information du fournisseur, qui font pas de contrôle pour vérifier ce taux-là. On a une partie aussi des profils, donc 5 personnes qui font des analyses sensorielles au toucher, à l'ouïe, l'odorat, pour vérifier donc les caractéristiques si c'est, on va dire, usuel. Ou sinon via des tickets de pesée, donc en, en regardant le poids le poids de la livraison avec le volume, on peut déduire à peu près la masse volumique et donc voir si on est sur les mêmes ordres de grandeur. Donc 5 personnes font ce type d'analyse. Et puis finalement, on a des analyses plus poussées pour 40% des répondants, euh, avec du coup des mesures via des micro-ondes ou des étuves pour bien caractériser le taux d'humidité. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que le taux d'humidité, pour quasiment la moitié des personnes, il n'est pas connu via des mesures. Et dans le cas où il est réalisé avec des mesures, on a à peu près donc 10% qui c'est plus au jugé que via des mesures concrètes. Ce qui est donc un point à soulever sur la précision après des données qui vont venir, puisque si on a un taux d'humidité qui n'est pas constant ou qui est pas certain, ça va être compliqué de faire des exploitations très poussées. Et c'est important de pouvoir bien contrôler l'humidité dans sa chaufferie pour assurer des performances optimales en termes de combustion et de production d'énergie. Les quatre chaufferies sur 10 qui ne vérifient, qui vérifient, enfin pardon, les 6 chaufferies sur 10 qui ne vérifient pas leur taux d'humidité, ça peut être dû potentiellement à un manque de rigueur de la part des gestionnaires ou potentiellement via une confiance certaine pour la filière énergétique, comme pour les autres filières, comme par exemple le gaz naturel. Euh, Maintenant, on va parler des densités thermiques des installations. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est que on a calculé la densité thermique avec les données fournies, donc notamment les mégawattheures produits et les mégawattheures livrés. Si on n'avait pas les mégawattheures livrés, ce qu'on faisait, c'est qu'on a calculé les mégawattheures livrés à partir d'un rendement usuel de réseau de 85%, ce qui est du coup la recommandation de l'ADEME pour la construction de réseaux de chaleur. Sur les 29 installations, du coup, on a 29 installations, on a pu calculer euh, le, cette densité thermique pour des installations hors agriculteurs, et on en a 12 qui sont des agriculteurs. On les différencie parce qu'ils n'ont pas le même système de fonctionnement, donc c'était important de les différencier dans l'enquête. Et on remarque que la densité thermique des installations toutes confondues est de 1,6 MWh, avec une recommandation de l'ADEME à 1,5 MWh, donc c'est plutôt correct. Donc maintenant, la densité thermique hors agriculteur. Ce qu'on voit, c'est que la densité, elle varie énormément en fonction de la puissance installée. On remarque du coup pour les petites puissances qu'on est inférieur à 100 kW et entre 100 et 500.
on est inférieur à 1 mégawattheure par mètre linéaire de réseau, ce qui est assez faible. Mais sur d'autres réseaux, les réseaux plus importants, on a des densités thermiques qui sont beaucoup plus importantes, donc à 2,4 MWh par mètre linéaire de réseau en moyenne pour entre 500 et 1000 kilowatts, et 1,94 pour celles supérieures à 1000 kilowatts, avec tout de même une certaine disparité une certaine hétérogénéité dans le, dans la statistique. Donc on peut avoir des réseaux qui ont une densité thermique très importante comme très faible. J'ai essayé de résumer le nombre de chaudières, de réseaux de chaleur qui étaient inférieurs à 1,5 MWh en fonction des années. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ce sont essentiellement des réseaux qui sont avant 2015, donc la, avant la recommandation de l'ADEME pour cette densité minimale. Donc on remarque en fait que c'est les anciens réseaux qui pénalisent les performances du parc. Euh, ce qui peut pénaliser les différents les différents petits réseaux, c'est potentiellement la mutualisation des bâtiments, la mutualisation des besoins avec des bâtiments trop éloignés. Si on augmente la longueur du réseau, on va diminuer la densité énergétique. Donc ça peut être un impact potentiel, une raison en fait de cette faible donnée. Euh, pour les réseaux les plus imposants, puisqu'ils ont plus d'énergie à fournir, potentiellement, s'ils font ce raccordement avec des réseaux éloignés, enfin avec des bâtiments éloignés, ça impactera moins leur performance. Donc, ça peut être aussi une explication. Euh, et sinon, dans le cas général, si le réseau veut avoir des rendements importants et que c'est déjà un gros réseau, il peut peut-être éluder quelques réseaux, quelques bâtiments qui ne sont pas très intéressants. Donc, ce qui explique que potentiellement la, la, la densité énergétique plus importante. Les densités faibles peuvent être aussi expliquées par le fait que si le raccordement n'a pas été fait ou euh, par le refus en fait du bâtiment à la suite du projet ou parce que il n'est pas encore raccordé, ça peut faire aussi baisser donc la densité énergétique du réseau puisque le réseau aurait été créé sans fourniture d'énergie dans une partie. Si on regarde les heures équivalentes de pleine puissance, ce qu'on peut voir donc sur le bois déchiqueté, c'est qu'on est assez uniforme pour chaque type pour chaque type d'usage, pour chaque type d'installation. Ce qui est assez étonnant puisque normalement, par exemple, sur des chaufferies qui sont pour des EHPAD, par exemple, on devrait avoir des HEPP plus importantes que sur des réseaux par exemple, sur l'exploitation agricole où c'est seulement du chauffage pour les bâtiments, pour les bâtiments d'élevage. On a en fait une linéarité de une uniformisation de cette HEPP qui est assez marquée. Si on regarde dans la globalité, on est au-dessus des recommandations de l'ADEME de 1500 heures par an de HEPP. Euh, mais on a un écart type quand même qui est assez important, d'environ 50% de la valeur. Donc, on peut avoir en fait des réseaux avec une HEPP très importante et des HEPP beaucoup plus faibles qu'on verra par la suite. Ce qui peut expliquer le fait qu'on ait des HEPP qui sont uniformes, peu importe le type d'installation, c'est un dimensionnement qui serait donc pas adapté pas adapté de manière unique pour chaque type d'installation, avec donc une méthode de dimensionnement qui est la même pour tous les types d'installations et qui au final donc ne différencie pas les cas particuliers où on peut avoir une consommation plus importante ou non en fonction des moments de l'année. Pour le bois granulé, on a quelque chose qui est moins satisfaisant. On a une HEPP en moyenne de 1078 heures. On sait que sur les chaudières bois granulés, on a un taux d'HEPP qui est plus faible que sur le bois déchiqueté.
mais là, c'est quand même assez important. Donc, on est en dessous des 1500 heures recommandées et on a un écart type de 412 heures. Euh, on peut remarquer donc sur notre échantillon qu'on a quand même des réseaux avec, enfin des chaudières bois granulés qui ont des HEPP très très faibles, donc une à 647 heures et une à 691 heures, et notamment donc sur les 5 chaufferies granulées qu'on a pu étudier, ben, en fait il n'y en a qu'une seule qui est au-dessus des 1500 heures, donc potentiellement un problème de dimensionnement au niveau de ces chaudières-là. Après, j'ai pas pu pousser plus la donnée là-dessus bah, au vu du faible nombre en fait de réponses. Mais, euh, mais il faudrait du coup regarder si c'est vraiment un souci de dimensionnement, s'il n'y a pas un souci sur l'installation en elle-même, la, le, le système hydraulique, je veux dire. Donc voilà, ça serait potentiellement des pistes à travailler pour savoir d'où viennent ces soucis. Maintenant, je vais vous parler du rendement des installations. Donc là, on parle du rendement de la chaudière en elle-même. J'ai comparé donc ce rendement en fonction du taux d'humidité du bois. Et ce qu'on peut voir, c'est que, alors du coup, je vous ai affiché 3 types de rendements, enfin 3 types de points différents. Vous avez des chaudières qui ont un appoint en bleu, des chaudières qui n'ont pas d'appoint en rouge, et des chaudières qui ont des problèmes en termes de rendement en vert. Vous en avez trois donc, qui ont des problèmes de rendement en vert. Ce qu'on remarque, c'est que en général, on a sur la méthode de calcul, on a un écart potentiellement de 7%, de plus ou moins 3,5% sur la donnée, puisque si l'humidité, comme on l'a vu tout à l'heure, est née quasiment en majorité pas mesurée, si on a un écart donc, imaginons de 5% sur cette donnée, on pourra avoir un écart de rendement de 3,5%, ce qui reste tout de même raisonnable pour l'étude à mener sur ce rendement. Ce qu'on remarque, c'est que sur le rendement global, on est à 80,6%, plus ou moins 6,6%, donc ce qui est plutôt correct, ce qui est plutôt même assez bon. Et si on retire les points problématiques, on monte à 85%. Donc c'est en accord avec la préconisation du PBEB de 85%. Donc on respecte cette donnée-là, enfin cette recommandation-là. Et ce qu'on peut remarquer, donc, c'est que le rendement diminue en fonction du taux d'humidité, parce que la combustion va potentiellement être moins complète. On va avoir des soucis sur la combustion en fait, dans le foyer qui peuvent être générés. Mais pour atténuer donc ce phénomène-là, ce qu'il faut faire, c'est bien adapter les conditions de fonctionnement et bien vérifier donc que le bois qu'on va rentrer avec l'humidité qu'on va rentrer et adapté avec les conditions donc, de température de fumée et du ratio air combustible qu'on va mettre dans la chaudière. C'est pour ça que c'est important donc, euh, de pouvoir contrôler ce taux d'humidité régulièrement pour, euh, pour vérifier qu'on n'a pas d'écart avec notre système de régulation de la combustion. On peut remarquer donc aussi que malgré un taux d'humidité faible sur les chaudières bois granulés, donc avec les granulés à 8% d'humidité, en fait, en fonction du fonctionnement, on peut avoir des fonctionnements très performants, donc 93,5%, que vous avez tout en haut à gauche, comme des rendements très inférieurs, donc de 46,5% pour une des chaufferies bois granulés. Donc, il n'y a pas que le rendement qui joue, il n'y a pas que l'humidité qui joue, il y a aussi donc la conception et l'utilisation au quotidien de la chaufferie. Maintenant, on va parler donc du taux de couverture bois. Le taux de couverture bois, donc, c'est la quantité d'énergie qu'on a produite euh, par rapport à la quantité d'énergie totale qu'on aura produite, donc bois plus à point s'il y en a un. Ce qu'on peut remarquer donc dans la même idée que tout à l'heure, j'ai représenté les points les chaufferies avec appoint et sans appoint. Donc pas d'appoint en rouge et appoint en bleu. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'on a des chaufferies avec appoint qui sont à 100% de taux de couverture. Donc ça, c'est plutôt intéressant à remarquer. Donc on arrive à combler
tous les besoins de la chaufferie. Je l'ai mis aussi en comparaison avec les HEPP, donc en abscisse. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'on a des, euh, des taux de couverture de 100%, certes, mais avec des HEPP assez faibles. Donc, si on a un HEPP qui est faible, donc faible, faible puissance nominale sur l'année avec un taux de couverture de 100%, ça veut bien dire qu'il y a un problème de surdimensionnement sur ces installations-là. Euh, on peut remarquer par contre que certaines installations arrivent donc avec des HEPP importants, notamment aux alentours des 4000 heures, à avoir des taux de couverture de 75%, ce qui est correct. On vise souvent 80%. Euh, et on peut remarquer donc les trois points que je vous ai entourés en rouge qui sont problématiques. Et ces différents, ces différents, ces différentes chaufferies, elles ont un souci notamment donc pour les trois cas, je vous ai identifié la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas bien. Dans un premier cas, en fait, c'est un secours parce qu'on est sur un système avec une cogénération via de la méthanisation et du coup, c'est vraiment un secours. Donc là, c'est pas un souci d'avoir un taux de couverture qui est faible avec un HEPP faible, c'est juste en fait qu'ils n'utilisent pas. Dans un second, le second point que vous avez aux alentours des 1500 heures, en fait, il y a eu un remplacement de chaudière en cours sur un réseau de chaleur dû à l'extension de ce réseau, ce qui fait donc qu'ils n'ont pas pu utiliser la chaudière à ce moment-là. Et donc, ça explique le taux de couverture faible. Et finalement, on a une chaudière qui est sous-dimensionnée avec un taux de couverture d'environ 33%. Et là, du coup, c'est un sous-dimensionnement qui en est la cause. Euh, Après avoir parlé donc des rendements des chaufferies, on va parler du rendement des réseaux de chaleur. Ce qu'on peut remarquer donc, c'est que le rendement des réseaux de chaleur moyen, il est de 80,5%, plus ou moins 6,6%. Et si on retire donc les trois points problématiques qu'on a pu voir tout à l'heure, qui sont en dessous des 60% de rendement, on a atteint donc 85,1% de rendement sur nos réseaux, ce qui est en fait, qui est euh, dans les recommandations de l'ADEME, on essaye de viser donc 85%, donc on est dans cette donnée-là. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que on va avoir un rendement du réseau qui va être fortement amélioré à mesure qu'on augmente la densité énergétique, notamment sur le premier mégawattheure par mètre linéaire. J'ai fait une petite comparaison. Entre 0,2 et 1,2 mégawattheure par mètre linéaire, on gagne 27 points de rendement sur le réseau, contre 9 points si on augmente du coup de 1 à 1 mégawattheure par mètre linéaire, de 1,2 pardon, à 2,2. Donc, il y a bien une nécessité de dimensionner les réseaux avec à minima 1,5 MWh par mètre linéaire afin de limiter les déperditions sur le réseau. Maintenant, donc, je vais vous parler de la gestion des cendres et des fumées. En termes de contrôle des fumées, ce que j'ai fait, c'est que j'ai différencié les installations qui sont à plus de 1 MW et celles qui sont à 1 MW, puisque souvent celles qui sont à plus d'un mégawatt sont classées ICPE et donc sont soumises à des réglementations plus, euh, plus importantes que les plus petites chaufferies. Ce qu'on remarque, c'est que les chaufferies qui sont à plus de 1 MW contrôlent bien leur fumée via des mesures d'émission et il n'y a pas de contrôle sur les plus petites chaufferies. Il y a seulement des observations des fumées pour vérifier donc leur aspect, leur couleur l'encrassement des filtres, mais pas de mesure à proprement parler. On en a une qui fait des mesures d'émission, mais c'est à relativiser parce que potentiellement, elle pourrait être soumise à cette réglementation-là en fonction de l'installation. J'ai pas pu creuser plus le sujet sur celle-ci, mais c'est potentiellement une hypothèse qui démontre, qui appuierait le fait qu'elle ait besoin de faire ces mesures d'émission-là. Euh, comme je l'ai marqué, il ne faut pas que le manque de réglementation induise l'inaction sur ces émissions.
Comme on va le voir plus tard, en fait, la réglementation, elle évolue de plus en plus. Euh, du coup, elle vise à réglementer ces émissions-là. Donc, il ne faut pas attendre que la réglementation arrive pour commencer à faire les travaux sur ces émissions, mais la prendre déjà en amont du projet. Ce qu'on peut remarquer donc pour la filtration des fumées, donc tout à l'heure on a vu la méthode de contrôle, maintenant on va voir la filtration. Ce qu'on voit donc sur la méthode de filtration des fumées, c'est que les grosses chaufferies sont équipées donc de divers appareils, donc multicyclones, électrofiltres ou filtres à manche, qui sont la plupart du temps mis en série. Souvent filtre à manche avec électrofiltre ou multicyclone avec électrofiltre. Euh, et on a donc la plupart des chaudières qui ne possèdent pas de filtre. Les petites chaudières ne possèdent pas, dans la majeure partie des cas, ne possèdent pas de filtre. Mais une partie possède des filtres à l'intérieur des chaudières. En fait, depuis 2017 à peu près, les constructeurs de chaudières proposent des filtres qui sont inclus donc, à l'intérieur de la chaudière ou juxtaposés, ce qui explique donc une partie des petites chaufferies qui en sont équipées. Maintenant, on va voir donc la qualité des cendres qu'on a pu répertorier via cette enquête. Ce qu'on remarque donc, c'est que environ 75% des cendres produites, elles sont correctes, donc elles ne contiennent pas de mâche fer. Vous avez donc tout en bas des cendres fines gris clair. Après, vous avez 13,3% de cendres fines gris clair avec des cendres noires ou gris foncé. Après, vous avez 26,7% de cendres noires gris foncé seulement. Et après, c'est un mélange de mâche fer et, euh, et de différentes cendres fines. En fait, sur cette question-là, on leur a demandé sur l'année quelle était la qualité de leurs cendres. Donc, souvent, on ne peut pas avoir des cendres gris clair avec de la mâche fer. C'est plus une photographie sur l'année en moyenne de ce qu'ils peuvent avoir dans leur chaufferie. Donc, ce qu'on remarque, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la plupart des cendres sont de qualité correcte, mais on a quand même des cendres noires dans la moitié donc, de ces 75%, on a des cendres noires, ce qui veut bien dire qu'on a une combustion incomplète et donc qu'il y a eu un, un gain, enfin une énergie qui a été perdue, puisqu'on n'a pas pu exploiter tout le potentiel du bois. Euh, Différentes pistes d'amélioration qui ont pu être établies. Donc, c'est de vérifier, comme je vous disais tout à l'heure, les conditions de fonctionnement, donc le ratio air-combustible, les températures des fumées. Et l'origine du problème, ça peut venir donc d'une qualité variable du combustible. Si on ne contrôle pas la qualité du combustible et que sa qualité varie, on peut avoir donc des conditions de fonctionnement qui sont adaptées et inadaptées en fonction du combustible qu'on va rentrer dans la chaufferie à une certaine période. Et du coup, ça peut dégrader complètement le rendement et, euh, et du coup générer des combustions incomplètes, voire de la mâche fer, si c'est vraiment pas adapté. Euh, Maintenant, j'ai essayé de. Donc là, c'était dans le cas général. Je vais essayer maintenant de vous détailler le cas particulier en fonction du type de gestion. On a identifié trois grands types de gestion. Une gestion du coup en interne par les agriculteurs, une gestion en interne par les collectivités et une gestion par les prestataires. Donc, souvent, c'est les exploitants. Enfin, ils sont mandatés du coup pour exploiter les chaufferies. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que pour les prestataires, on a 100% de bonnes cendres. Donc, ils ont une gestion qui semble être plus fine des installations avec de meilleures performances, ce qui est dû aussi au fait que, vu qu'ils ont des ressources humaines à disposition pour faire la gestion de ces chaufferies, c'est plus facile pour eux de mettre en place une, une production optimisée. Pour les collectivités, on n'a pas forcément d'ETP sur les installations constamment, notamment du coup pour les petites installations, ce qui peut expliquer qu'on ait des cendres noires et de temps en temps de la mâche fer. Euh, on a des cas où les élus devaient gérer eux-mêmes les chaufferies. Donc, s'ils doivent avoir leur travail d'élu en plus de la chaufferie,
c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire un travail aussi fin que ce que les prestataires pourraient faire. Et finalement, les agriculteurs, la plupart produisent leur bois, donc ils peuvent avoir des qualités qui sont variables. Ils ont souvent confiance dans la qualité de leur combustible, donc ils ne la contrôlent pas souvent. Et donc ça peut expliquer un taux de mâche fer plus important, puisque si s'ils ne contrôlent pas la qualité de leur combustible, on peut avoir donc un fonctionnement dégradé. Vu ils peuvent avoir du bois avec différentes origines, donc du bois d'élagage de leur bocage, du bois forestier s'ils ont des parcelles forestières. On peut avoir donc des produits qui sont avec des qualités différentes et donc générer plus de problèmes. Maintenant, on va voir donc la fréquence de vidange du cendrier et la valorisation des cendres. Ce qu'on peut remarquer, donc, j'ai gardé les trois types de gestion de tout à l'heure, donc prestataire, interne collectivité, interne agriculteur. Ce qu'on remarque donc, c'est que 100% des agriculteurs valorisent leurs cendres via du dépannage agricole. On a une partie qui font aussi l'étalement sur espace vert et du compostage, mais c'est essentiellement du coup une valorisation sur place pour restituer à leur terrain du coup les minéraux qui ont pu être concentrés dans les cendres. Pour les collectivités, on a un petit peu de tout, essentiellement de l'épandage agricole et de l'étalement sur les espaces verts, puisqu'ils ils ont pas mal d'espaces verts dans leur commune, donc c'est assez facile de pouvoir mettre en place ces différents plans d'épandage. On a une partie aussi qui est compostée et on a une partie malheureusement qui part en ordure ménagère. Souvent, c'est des petites chaufferies en fait qui n'ont pas la capacité en fait de mettre en place un système de valorisation des cendres et qui du coup préfèrent faire des sacs poubelles et jeter leurs cendres directement aux ordures ménagères. Euh, pour les prestataires, on a un biais sur cette donnée, c'est que la plupart des prestataires qui ont répondu, euh, enfin, on n'a pas beaucoup de diversité en fait sur les prestataires. On a essentiellement deux prestataires qui ont répondu, donc on ne peut pas vraiment généraliser la donnée, mais je voulais quand même vous la présenter. Euh, donc la plupart des prestataires sur cet échantillon font un enfouissement en fond de fouille pour la création de routes. Donc c'est une sorte de valorisation. Et une partie donc jette aussi leurs cendres en ordure ménagère. Donc là par contre c'est moins, c'est moins bien dans le sens où ils auraient potentiellement la capacité, souvent, puisque les chaufferies qui sont gérées par des prestataires sont souvent des grosses chaufferies, ils auraient la capacité de mettre en place un système de valorisation, mais du coup une chaufferie en particulier ne l'a pas mis en place. En ce qui concerne la fréquence de vidage du cendrier, on est donc la plupart du temps entre 2 à 3 fois par mois, toutes puissances confondues. Et on a donc certaines chaufferies qui vont le faire tous les 2 jours, voire même tous les jours. En fait, c'est souvent dû au fait que les petites puissances, on a un descendrage qui peut être automatique, mais le déplacement après du stockage des cendres va être manuel, notamment du coup via les agents qui vont par exemple déplacer les poubelles qui contiennent les cendres. Donc euh, ça demande un effort physique important si on attend que le cendrier soit complet. Donc ils préfèrent déplacer plus souvent les cendres qu'attendre qu'attendre un certain temps et devoir se casser le dos, quoi. Donc ça peut expliquer donc cette fréquence importante. Euh, Dans le cas où c'est tous les jours, c'est un des répondants qui m'a dit que lui, c'était plus dans le sens où c'était une habitude. Comme ça, en fait, il n'avait pas à y penser. Il fait ça machinalement. Du coup, ça lui permet d'éviter de s'enlever ça de sa charge de travail, de sa charge mentale. Donc, c'est important donc, de prendre en compte le fait que certaines chaufferies vont faire ce déplacement de manière manuelle et donc prendre en compte dans le dimensionnement cette partie-là. Pour ce qui est de la valorisation, il faut réaliser une étude au préalable pour vérifier la faisabilité des solutions. Mais du coup, ça pourrait servir pour l'amendement des sols
On a des cas aussi un peu à la marge qui peuvent faire des produits nettoyants, des lessives, des poudres à récurer, ce genre de choses. Et il y a des tests aussi qui sont en train d'être faits sur des bétons et des mortiers pour servir de filler. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concluant. Maintenant, donc, je vais vous parler en particulier de l'enquête d'approvisionnement, du stockage et du convoyage du combustible. Donc, c'est la première enquête secondaire. Oui, c'est la première enquête secondaire. Donc, au niveau des fournisseurs, ce qu'on voit, c'est qu'on a une très grande disparité de fournisseurs qui sont établis en fait euh, dans leur tissu local, ce qui explique la grande diversité des acteurs. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une quantité importante du bois, donc là, je ne vous l'ai pas représenté sur le graphique pour bien visualiser chaque acteur, chaque professionnel acteur de l'approvisionnement en stockage, l'approvisionnement du combustible. Mais il y a une part importante, donc 37,3% du bois qui est autoproduit. Quasiment la moitié du bois est produit par les agriculteurs. Et sinon, c'est par des réseaux de chaleur communaux, donc ça peut être des communes qui mettent en place un système, par exemple, sur la gestion des routes, pour du coup s'approvisionner en partie en bois. Et on a aussi du coup un sériste qui a répondu à l'enquête. Et lui, du coup, il se fournit seulement en partie son bois, puisque vu les quantités importantes qu'il consomme, il ne peut pas autoproduire la totalité de son combustible. Au niveau des difficultés d'approvisionnement, la plupart n'ont pas de problème pour trouver de fournisseurs. On a quelques cas particuliers où en fait ils ont eu seulement un fournisseur disponible ou, leur fournisseur en fait a été le fruit d'une association, d'un partenariat entre une commune et une SIC. Et donc bah, ils ont pas eu le choix du fournisseur. Mais sinon, dans la globalité, enfin dans la totalité des cas, chaque chaufferie a réussi à trouver euh, un fournisseur de bois. Donc la, on peut dire donc que se fournir en bois est une chose aisée en Bretagne. Pour ce qui est donc de la fréquence de livraison, on l'a moyenné donc sur l'année puisqu'on ne pouvait pas avoir les, euh, les fonctionnements sans savoir si c'était un fonctionnement saisonnier ou annuel sur les chaufferies. Ce qu'on peut remarquer donc, c'est que en fonction des gammes de puissance, euh, on peut avoir donc des livraisons qui varient énormément entre une fois tous les 2 mois à 6 fois par mois. Donc là, ça dépend de la consommation. Pour les agriculteurs, en fait, eux, vu ils autoproduisent leur bois et qu'ils n'ont pas forcément de système de convoyage du combustible, puisque souvent ils le font via, par exemple, des godets, euh, ils limitent leur coût d'installation, mais donc ils doivent fournir, enfin, ils doivent se- comment dire, ils doivent remplir leur stockage de manière plus fréquente. Et pour ce qui est du refus de livraison, on a quand même 17% des répondants qui ont eu un refus, qui ont refusé donc, cette livraison. C'est notamment dû à la granulométrie et à l'humidité. Et on a des cas aussi où c'est les fines et les queues de déchiquetage qui sont en défaut, mais c'est accompagné d'un défaut de granulométrie. On a quand même tout de même 4 chaufferies sur les 42 qui ont répondu qui ont manqué de bois et qui ont dû donc arrêter leur chaufferie dû à ce manque de bois. Mais c'est dans la totalité des cas dû au fait que le fournisseur n'ayant pas pu fournir un bois de bonne qualité à sa chaufferie, à cette chaufferie, n'a pas eu le temps en fait dans la partie qui lui restait de reprogrammer une livraison et donc d'éviter l'arrêt de cette chaufferie-là. Euh, pour ce qui est donc des dysfonctionnements potentiels qu'on peut avoir sur les équipements, en haut donc vous avez le nombre d'équipements que j'ai pu recenser pour les différentes chaufferies. Donc en moyenne, on a
on a la même proportion pour les échelles racleuses, les plateaux décileurs rotatifs et les vis sans fin horizontale. Euh, Ce qu'on remarque, c'est que donc les échelles racleuses ont moins de problèmes sur notre échantillon par rapport aux décileurs rotatifs et aux vis sans fin horizontales. Le convoyeur à chaîne, c'est un cas un peu particulier. On n'a pas eu beaucoup de données et sur ces données-là, c'était essentiellement des rapports d'exploitation. Et du coup, nous, quand on a exploité le rapport d'exploitation, on a pu voir qu'il y avait pas mal de dysfonctionnements qui étaient notés donc comme des dysfonctionnements, mais qui, pour certaines chaufferies, ne seraient pas forcément considérés comme des dysfonctionnements, comme par exemple des cellules occultées pour le convoyeur. Euh, donc, c'est compliqué de pouvoir comparer cette technologie avec les autres. Donc, j'ai préféré ne pas. Du coup, je vous ai affiché la donnée, mais je pense qu'il ne faut pas la prendre en compte. Donc, le nombre de dysfonctionnements moyen, il est de à peu près un dysfonctionnement par installation sur l'année. Les échelles racleuses, donc, comme je vous le disais, elles ont un taux de dysfonctionnement qui est assez faible. Le principal problème rencontré, donc, c'est sur les bourrages, les fines et les queues de déchiquetage. Pour les plateaux décileurs rotatifs, c'est aussi bourrage, fine et queue de déchiquetage. On a aussi à la marge des cas de vis cassées. Ce qui peut se passer en fait sur les plateaux décileurs rotatifs, c'est que les pales de raclage, elles peuvent se déformer via des, euh, des, des composants qui ne devraient pas être présents dans l'approvisionnement, comme des pierres. Si ça déforme donc les pales, on peut avoir des soucis donc du bon raclage du silo. Et aussi, le silo, en fonction de son dimensionnement, il ne peut vider que le centre du silo. Et dans ce cas-là, ben, il y a besoin d'une action, il y a besoin une action manuelle pour pouvoir faire tomber le tas qui se trouve sur les côtés du silo. Donc, c'est important aussi de prendre en compte ça dans le dimensionnement. Euh, ah oui, j'ai oublié de vous en parler aussi, mais euh, les plateaux décileurs rotatifs, euh, ils vont avoir une vis sans fin du coup en, en bas du silo. Et donc, si le morceau est hors dimension, ça peut générer donc d'autres problèmes, donc, comme du bourrage ou les cases des vis ou le voilage de la vis. Pour les vis horizontales, la plupart des problèmes, donc, c'est aussi du bourrage, les fines, les queues de déchiquetage. Et on a aussi des cas quand même assez importants de vis bloquées ou cassées. Donc, quand même quasiment 20% de vis cassées. Donc, il faut faire attention. En fait, les vis sont assez sensibles au taux de fine et à la granulométrie du combustible. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien contrôler la qualité de son combustible, notamment la granulométrie et l'humidité, pour être sûr d'avoir un fonctionnement les plus efficients pour sa chaufferie. Je vais passer maintenant à la dernière enquête secondaire qu'on a pu mener, donc, qui est sur la maintenance et l'entretien de la chaudière. Pour ce qui est donc de la maintenance, euh, on a pu regarder les différents contrats qui ont été signés. On remarque déjà sur notre échantillon donc, de 44 personnes qui ont répondu à cette enquête secondaire, on a 48% donc, qui disposent d'un contrat de maintenance. Et la plupart des prestations qui sont souscrites, ce sont donc les entretiens préventifs annuels, prendre à la gestion des pannes, la gestion des fournitures et des pièces de rechange, et finalement la gestion des commandes et livraison de combustible. Euh, En fait, on va souvent sous-traiter les petites tâches, et puis au fur et à mesure que la puissance augmente la puissance augmente de la chaudière, on va déléguer de plus en plus de choses, quitte à quasiment laisser enfin, quitte à justement laisser le contrôle total de la chaudière à un prestataire. Pour ce qui concerne la tenue d'un cahier d'entretien, ce qu'on remarque en fait, c'est que déjà les chaudières les chaufferies qui sont à plus de 1000 kilowatts,
tiennent toutes un cahier d'entretien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et de manière globale, on a quand même 66% des, euh, des chaufferies qui tiennent un cahier d'entretien. Donc c'est une donnée qui est plutôt intéressante. En tout cas, c'est encourageant. À noter notamment que aucune réglementation n'oblige la tenue d'un cahier d'entretien. Donc c'est un acte donc, volontaire des chaufferies. Mais ce qu'on peut remarquer dans cet échantillon-là, c'est qu'en fait, la majeure partie des personnes qui ne tiennent pas de cahier d'entretien, ce sont des agriculteurs, donc 17% comparé aux prestataires et aux collectivités, 80%. Donc c'est là où on devrait axer nos efforts de sensibilisation pour les aider à mener, à tenir un cahier d'entretien. Pour ce qui est des bilans de fonctionnement, la plupart donc aussi réalisent des bilans de fonctionnement. On retrouve on retrouve les agriculteurs qui n'ont pas réalisé, qui ne tiennent pas de cahier d'entretien, ne réalisent pas non plus de bilan de fonctionnement. Du coup, les chaudières qui sont de moyenne puissance, donc inférieures à 500 kW, en majorité, délèguent, délèguent cette tâche de bilan de fonctionnement à des prestataires par manque de temps. Pour les chaudières du coup de plus de 500 kW, vu qu'ils ont plus d'effectifs, ils peuvent se permettre donc de faire cette prestation en interne. Mais du coup, c'est à relativiser en fonction du nombre de réponses, puisque on a très peu de chaudières qui sont au-dessus des 1000 kW. Comme je vous l'ai dit, on a un taux de réponse de 10,6% sur l'enquête, donc c'est à relativiser. Maintenant, on va passer donc au temps consacré aux différentes missions qu'il peut y avoir dans la chaufferie. Donc, il y a la conduite journalière, l'entretien hebdomadaire et la maintenance trimestrielle. Je ne vais pas détailler la donnée, vous aurez le diaporama euh, pour pouvoir voir du coup le détail des missions qui peuvent y être associées. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que on a on a des temps dédiés qui sont assez proches de la moyenne en général. Donc, on a 0,25 en moyenne normalement pour la conduite journalière et là on est à 0,3. 0,38 pour l'entretien hebdomadaire, là on est à 0,5. Et on a pour la maintenance trimestrielle dans 3 jours, et là on est à 2,4. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en fonction de la puissance, on va avoir un temps de maintenance qui va être de conduite, d'entretien et de maintenance qui va passer du simple au triple, ce qui est expliqué notamment par le fait qu'il y a plus d'équipements, que la chaufferie est plus grande et donc il y a besoin de plus de temps pour faire ses contrôles et ses entretiens. Et pour les types d'installation, les agriculteurs ont besoin de moins de temps pour faire ces conduites, ces entretiens et ces maintenances, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, le convoyage est simplifié pour les agriculteurs, notamment puisqu'ils sont équipés souvent de godets pour le remplissage de leur silo, et donc ils ont besoin de moins de temps pour faire ces types d'entretien. Pour les prestataires, ils passent plus de temps dans leur cas sur ces tâches-là, environ 2 fois plus du coup que les autres chaufferies. Et donc ça peut être expliqué par le fait qu'ils ont plus de TP en place, donc ils peuvent mener peut-être plus de missions ou en tout cas d'essayer de faire un entretien plus récurrent pour limiter les risques de dysfonctionnement ou de panne. En synthèse donc, des différents points que j'ai pu aborder aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une dynamique qui est positive dans le développement et la professionnalisation pardon, du secteur, tout en pointant des marges de progression importantes. Donc, sur notre échantillon, on a 87% de bois déchiqueté et 12% de bois granulé, avec un rendement de chaudière de 80,6% et une densité moyenne de 1,6. Donc ça, c'est des données qui sont plutôt intéressantes, plutôt au-dessus des demandes pour l'éligibilité du fonds chaleur. Sur les HEPP aussi, on est performant pour le bois déchiqueté, mais pour le bois granulé, il y a peut-être des choses à revoir. Le rendement du réseau est un peu inférieur à ce qui est attendu, mais du coup, c'est essentiellement dû aux quelques points problématiques qu'on a pu voir tout à l'heure. Et dans l'ensemble, du coup,
les performances du parc, elles sont plutôt bonnes. Mais avec le taux limité de réponse de 10% et le fait que potentiellement les personnes les plus performantes avec leur chaufferie ou les plus motivées aient répondu, ça peut biaiser les résultats, donc c'est aussi à relativiser. On a pu, on a pu, on a pu tirer plusieurs bonnes pratiques de cette enquête, notamment la mise en place de chaudières en cascade, ce qui permet donc d'abaisser le minimum technique et d'améliorer le rendement de manière générale sur les installations. La tenue du cahier d'entretien qui permet un meilleur suivi de la qualité du bois, des différentes maintenances qui ont pu être faites et du coup qui me permet d'avoir une meilleure gestion de la chaufferie. Et donc, on a proposé quelques pistes d'amélioration pour améliorer les performances du parc, notamment la présence de compteurs et la tenue obligatoire dans le cahier de suivi. Il faut savoir que les compteurs, euh, une partie des, euh, une partie des chaufferies ne sont toujours pas équipées, puisque ça a été, alors il me semble que ça a été obligatoire que depuis 2013. Non, oui, depuis 2013, il me semble. Donc, toutes les chaufferies qui ont été construites avant 2013 ne sont pas équipées d'un compteur en sortie de chaudière bois. Donc, ça serait intéressant qu'elles puissent le mettre en place pour avoir un vrai suivi des rendements de leurs installations. Il faut aussi professionnaliser la maintenance et la conduite pour améliorer donc les performances, minimiser le nombre d'arrêts de la chaufferie suite à ces dysfonctionnements-là et du coup d'avoir c'est en lien en fait avec la tenue du cahier d'entretien. Si on a une bonne gestion de notre chaufferie via un cahier d'entretien et une maintenance proactive, on va avoir moins de problèmes et du coup une meilleure performance sur l'année. Améliorer du coup la qualité et la traçabilité du combustible, donc renforcer les contrôles comme on a pu le voir qui sont, euh, euh, qui sont minoritaires sur l'échantillon et aussi potentiellement équiper les chaufferies avec des outils de mesure simples, qui est donc par exemple des micro-ondes, qui même si ça donne une donnée approximative, ça donne quand même un aperçu de la qualité de notre combustible. Et finalement, donc, optimiser la conception des chaufferies pour limiter le surdimensionnement des installations et bien maîtriser les cycles via la mise en place de ballons tampons. Et comme je vous le disais, euh, la- les, euh, les, euh, les valeurs limites d'émission vont évoluer en fait tous les ans et sont de plus en plus restrictives. Donc c'est important aussi de prendre en compte ce point-là, notamment donc sur les installations futures. Merci Corentin, merci pour votre participation. Déjà, juste, on va regarder s'il y avait des questions. Du coup, Maud avait une question sur les remplissages par trémie et les pannes associées. Est-ce que tu en as eu dans ton échantillon? Je crois pas. Il me semble pas. Non, on n'a pas eu cet échantillonnage. On n'a pas eu ce cas dans l'échantillon, donc on Et a pu malheureusement aborder pas. ce sujet-là. Bonjour Mylène et Corentin. Bonjour. Oui, bah, du coup, je me permets de préciser ma question. Enfin, nous, c'est le cas sur plusieurs de nos petites chaufferies. On a beaucoup de chaufferies entre 80 et 200 kilowatts et elles sont souvent chargées par des trémies dans lesquelles est dépoté le bois. Et c'est vrai que on va dire, c'est quasiment notre problématique majeure, le temps que ça prend aux agents communaux de verser en fait le bois petit à petit dans ces trémies, avec parfois des problèmes de blocage, de casse. Enfin, nous, c'est sur notre territoire, c'est quasiment le problème majeur qu'on a constaté. Donc c'est pour ça que je composais la question avec Cyril qui est avec moi. On n'a pas eu on n'a pas eu ce cas représenté, mais c'est vrai que enfin, moi, pour en avoir vu dans des visites, c'est vrai que ça pose des difficultés. Et après, quand il n'y a pas de possibilité de mettre des silos enterrés, c'est vrai que c'est souvent le cas qui est privilégié, enfin, la solution qui est privilégiée, mais
qui mobilise, en tout cas pour l'avoir vu, avoir vu des livraisons, c'est vrai que ça mobilise les agents et en plus, même quand il n'y a pas de bourrage, au final, c'est déjà très chronophage comme livraison. Merci pour la réponse. Bonjour à tous. Si vous souhaitez avoir une population pour pouvoir faire vos études statistiques, je pense qu'on peut trouver une solution pour pouvoir vous mettre à disposition une partie des chaufferies, enfin, ou pouvoir caler des rendez-vous, quoi. Ok, Ok. bah, comme note pour affiner les modalités ouais, de livraison, merci. Alors c'est vrai que bah, ça me permet de rebondir. Vous avez vu qu'on a eu un retour assez faible sur ces enquêtes. Donc nous, on s'interroge aussi un petit peu sur voilà, la pertinence de maintenir ces enquêtes. C'est difficile d'aller les chercher tant que... enfin, nous, on a, voilà, c'est sur la base du volontariat, donc il n'y a pas d'obligation. Donc, ça nous donne, c'est toujours intéressant. On a toujours des, voilà, ça nous donne quand même une visibilité sur ce qui se passe en chaufferie. Euh, mais voilà, Quentin l'a dit, on a une décroissance des réponses. Donc, nous, ça nous intéresse aussi d'avoir votre retour sur la pertinence aussi de ces résultats. Est-ce que c'est, selon vous, un travail qu'il faut poursuivre ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions? Et si vous avez des pistes pour mobiliser davantage, on est preneur. Euh, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais juste vous dire que les agents, avant que vous partiez, euh, la prochaine matinale aura lieu le 23 septembre, toujours de 9h à 10h. Ce sera une matinale solaire thermique avec Atlanson. On a aussi quelle est la date de la rencontre annuelle des relais le 6 novembre, selon les quelques retours que j'ai eus au sondage. Et on cherche du coup un lieu pour nous accueillir. Donc, s'il y a des volontaires, n'hésitez pas. Et puis, dans le dernier fil info, je vous ai passé quelques messages. Alors, si jamais quelqu'un ne voit pas de quoi je parle quand je dis fil info, je veux bien qu'il se manifeste. Ça fait, je crois que j'en ai envoyé deux. C'est un condensé en fait des informations pour éviter d'avoir, voilà, de vous envoyer beaucoup de mails très régulièrement. On essaye de regrouper ça dans un fil info. Mais c'est vrai que comme j'en envoie beaucoup, je me demande s'il y en a qui passent ou pas dans les spams. Donc voilà, si quelqu'un ne les reçoit pas, n'hésitez pas à vous manifester. Et donc, dans le dernier fil info, je vous ai parlé d'un projet de formation avec Atlanson pour les relais sur la chaleur renouvelable. Donc, il y a un sondage en cours. On a besoin, nous, de connaître l'intérêt pour ces formations-là, pour les mettre ou pas au programme l'année prochaine. Et également, pour ceux qui n'ont pas vu l'info, on a remis en ligne la boîte à outils des relais, on l'a complètement refaite et maintenant elle est sur le site internet de l'association. Voilà, vous avez un espace qui est dédié et une boîte à outils qui va continuer d'être alimentée selon aussi vos retours. Et puis, on a les 30 ans de l'association Elle, mais je vous les mettrai, j'ai pas eu le temps là, mais je vous les rajouterai dans l'agenda quand je vous enverrai la présentation. On a deux événements encore à venir à la fin de l'année avec une visite. Tu l'as mis? Non, je crois qu'on ne l'a pas rajouté. Une visite sur une chaufferie agricole à Saint-Tigeau au mois d'octobre, je crois que c'est le 17, mais Il me semble que c'est je... le 21. C'est te dit 21? Bon, on Mais vérifiera. je vais vérifier. Et puis, on a du coup l'événement de clôture des 30 ans de Elle le 2 décembre à Rennes sur la gestion en commun des ressources biomasse. On parlera bois et aussi méthanisation. Voilà, je vous remettrai les infos euh, dans dans la présentation qu'on vous enverra comme d'habitude. Merci à tous pour votre participation. Et puis, je vous souhaite un bel Je crois été qu'on a d'ici des là. messages. On a des messages, effectivement. Ah, mais ça pouvait s'ouvrir là. C'est la première fois qu'on fait sous Zoom. Pour info, on est passé sous Zoom pour faciliter l'enregistrement. Voilà. Corentin, est-ce qu'on aura le détail de l'analyse pour notre... Ah oui, on avait effectivement, vu qu'on vous avait demandé aussi à vous de relayer l'enquête, s'il y a effectivement des chaufferies de chez vous qui ont répondu et que vous voulez récupérer leurs réponses voilà, pour ne pas avoir à leur redemander et collecter les données, c'est totalement possible. Il faut juste en faire la demande à Corentin et si vous avez l'accord, bien sûr,
de la collectivité. Aucun souci pour vous partager le détail de leurs réponses. Et si besoin aussi, on peut vous envoyer une présentation qui est plus détaillée parce que là, du coup, c'est vraiment un condensé. On a fait une journée le 17 juin où on a partagé ces données-là sur toute une journée. Donc, si vous avez besoin, on peut aussi vous envoyer les données plus détaillées. Eh bien, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Il y avait juste un partage des Saint-Brieuc, Armoire Agglomération, qui suggérait l'utilisation de la benne en pyrrole à fond mouvant, euh, plus facile pour les trémies, pour les livraisons de trémies. Voilà. Merci à tous.